Ah, les belles photos d'Angleterre, hein. Une petite photo, ma chérie. Voilà. Hein? Bientôt, vous allez pouvoir traverser la Manche dans des conditions tout à fait nouvelles, plus détendues, moins contraignantes et beaucoup plus rapides. Dès 1993, grâce à Eurotunnel, vous pourrez franchir la Manche quand vous le souhaiterez avec le Shuttle. Trump cette semaine dans les hit parades. Vous êtes à l'écoute de Radio Eurotunnel et voici les toutes dernières informations sur le trafic avec Sylvie. Merci Alain. Bien, les navettes passagers, le shuttle, partent comme prévu toutes les 15 minutes et le prochain départ est à 15h30. The shuttle passenger services leave every 15 minutes and the next departure is at 15:30. De chaque côté de la Manche, vous accédez aux terminaux directement depuis l'autoroute. Pas besoin de réserver à l'avance, plus de course contre la montre. Il vous suffit de vous présenter au péage et vous êtes prêt à partir. Vous pouvez acheter un aller simple ou un aller-retour de plusieurs façons. Une fois le péage franchi, vous avez le choix. Soit gagner directement le shuttle qui vous emmènera de l'autre côté de la Manche, soit faire une halte au terminal touriste pour vous détendre, vous restaurer ou encore faire quelques achats. Ou bien, une fois le péage franchi, vous pouvez embarquer sur le shuttle. Les contrôles frontaliers des deux pays sont effectués une fois pour toutes au départ, ce qui représente un gain de temps considérable à l'arrivée. Vous conduisez votre voiture directement dans la navette où des membres d'équipage seront présents pour vous assister. Le shuttle part toutes les 15 minutes aux heures de pointe. Le système de transport, le shuttle, a été spécialement conçu pour transporter des véhicules 24 heures sur 24, 365 jours par an. La durée du trajet n'est que de 35 minutes.
Vous restez dans votre véhicule à bord d'une navette climatisée et bien éclairée. Pendant le voyage, vous pouvez écouter un programme radio diffusé à bord de la navette. Merci d'avoir voyagé avec nous. Nous vous souhaitons à tous une très bonne route. Thank you for traveling with us today. We wish you a pleasant onward journey. Et suivre les informations transmises sur l'écran. « 35 minutes plus tard, vous avez déjà franchi la Manche. Vous n'avez plus qu'à sortir de la navette et quitter le terminal sans aucune autre formalité pour gagner directement l'autoroute. La durée du voyage avec le shuttle ? D'autoroute à autoroute, 1 heure seulement, ce qui vous permet d'atteindre au plus vite votre destination finale. Avec le shuttle, traverser la Manche sera vraiment une expérience totalement nouvelle. Come on, Dan. T'en as jamais pris? Tu vas voir, c'est super. À quoi tu penses? T'en veux ou pas? Non, j'en veux pas. Aidons-les à trouver la force de dire non. Un appentis au fond du jardin familial, une forge, un tour, ont suffi au jeune Louis Renault pour construire 6 voiturettes modèle A en 1898. L'année suivante, la société Renault Frères produit 71 véhicules. Elle emploie alors 60 personnes. Mais à la belle époque, une seule passion réunit les industriels et leurs clients, la passion de l'automobile. Et qu'importe le prix du produit. Le point de rupture qui mène à la grande série est très vite atteint. En ce qui concerne les moteurs et les châssis, c'est déjà un mode de production industrielle. Seules les carrosseries et la sellerie intérieure restent pour quelque temps de fabrication artisanale, car plus proche des métiers traditionnels du luxe. Dans le cas de Renault, c'est la commande de taxis par la compagnie des fiacres automobiles nouvellement créée qui marque le tournant. Ces taxis seront en 1914 les fameux taxis de la Marne. Ce sont eux qui permettront à la firme d'atteindre sa taille industrielle. De 1905 à 1909, 2000 taxis sont livrés à Paris et 1200 à Londres. Ainsi, l'amateur éclairé Louis Renault devient-il très vite un patron d'industrie. L'atelier rudimentaire devient usine et la solidarité d'une petite équipe de compagnons laisse la place à des ouvriers capables de s'adapter au travail à la chaîne et au chronométrage de la fabrication des pièces. Les principes de Taylor et de Ford traversent l'Atlantique.
Dès lors, tout va changer et la réalité va rejoindre la fiction des temps modernes de Charlie Chaplin. Ne sont pas en grève. Les grèves, le Front populaire n'arrête en rien cette évolution. Après la Seconde Guerre mondiale, la France, comme toute l'Europe, découvre la production et la consommation de masse. Les constructeurs automobiles n'échappent pas à cette transformation fondamentale de l'économie. C'est l'époque de la monoculture, du modèle unique. Volkswagen lance la coccinelle et Renault la 4 chevaux. Les premiers automatismes apparaissent pour une efficacité et une productivité accrues. Malgré des conditions de travail souvent éprouvantes et des tâches de plus en plus parcellisées, l'expansion et l'augmentation du niveau de vie concourent à créer un relatif consensus social. C'est le temps des 30 glorieuses. Tout semblait acquis et tout va basculer. C'est mai 68 et la remise en cause des hiérarchies et des valeurs traditionnelles. C'est la crise de l'énergie et le spectre de la pénurie de carburant. 73 et 78, ce sont les grèves de la main-d'œuvre immigrée et la contestation des conditions de travail héritées du 19e siècle. C'est l'émergence d'un nouvel ordre économique mondial, de plus en plus concurrentiel, la construction de l'Europe, l'affirmation de la puissance économique du Japon, dont l'industrie automobile devient la première du monde. Le lancement de la Renault 19 est l'occasion de repenser le véhicule et la façon de le fabriquer. C'est l'objectif prioritaire du directeur du projet Renault 19 et de son équipe. Le groupe projet, c'est un mode nouveau d'organisation. Il s'agit de faire travailler ensemble le bureau d'études, les méthodes, les usines et les fournisseurs pour une plus grande cohérence du système industriel et une plus grande qualité pour le client. Ce nouveau véhicule a été conçu en 3 ans et demi, contre 4 ans et demi à 5 ans pour les modèles de la génération précédente. Ceci n'aurait pas été possible sans l'utilisation de la CFAO, conception et fabrication assistée par ordinateur. Grâce à un programme unique, la puissance de calcul des ordinateurs permet aujourd'hui de passer des dessins de style aux maquettes, des maquettes aux prototypes et des prototypes aux outils utilisés pour la fabrication en série. Là où la modification d'un détail du design ou de la structure imposait autrefois plusieurs jours de travail à plusieurs dizaines de dessinateurs, celle-ci est désormais effectuée en quelques heures grâce à la CFAO. Le temps gagné sur la durée des études est considérable. Tous ces paramètres techniques doivent être intégrés dans les étapes successives de la fabrication en liaison avec les usines. Il ne faut que 16 heures pour fabriquer une Renault 19 au lieu de 21 heures auparavant pour d'autres modèles. Enfin, aux mains des clients, l'automobile devient à nouveau le moyen de partir, de s'évader, de s'étonner. Les dernières années les plus chaudes depuis à peu près 120 ans se retrouvent toutes dans les années 80. Il s'agit vraiment de changer la température de très peu pour avoir des impacts économiques ou des conséquences vraiment substantielles. Ça va se passer dans une échelle de temps très courte. Il y a une possibilité qu'il y aura des événements catastrophiques. C'est tout le village humain qui est concerné par le réchauffement de l'atmosphère. Les premières alertes sérieuses sur le réchauffement de notre planète remontent au milieu des années 50. Mais on en doutait. Aujourd'hui, il y a consensus.
L'effet de serre provoquera des changements de climat sans précédent pour nous. Une serre, c'est un endroit conçu pour procurer aux plantes des conditions idéales de température, c'est-à-dire toute la chaleur dont elles ont besoin pour leur croissance, quelle que soit la saison à l'extérieur. On y arrive facilement en permettant, par les vitres, aux rayons du soleil de pénétrer à l'intérieur, de réchauffer la terre, mais en empêchant par ces mêmes vitres la chaleur d'en ressortir. C'est ça, l'effet de serre. La Terre, c'est une immense serre. C'est d'ailleurs à l'échelle de la planète l'effet de serre qui a permis, il y a 1 milliard d'années, l'apparition de la vie. Donc, l'effet de serre, c'est un phénomène tout à fait naturel. La Terre, c'est une sphère qui baigne dans un environnement froid. Tout autour, jusqu'à 15 km d'altitude, on trouve une concentration de gaz essentiels à la vie. L'azote, l'oxygène, les vapeurs d'eau, gaz carbonique appelé aussi CO2, et quelques autres. Au-dessus, à 25 km, c'est la couche d'ozone. Tandis que l'ozone filtre une partie du rayonnement ultraviolet, ce qui nous protège, les autres gaz de l'atmosphère laissent passer la lumière qui frappe la Terre, la réchauffe. La couche contenant le CO2, comme la vitre de la serre, bloque la chaleur réémise par la Terre, la renvoie de nouveau vers le sol, la réchauffe un peu plus. C'est cet effet de serre qui maintient la température moyenne de notre planète à plus 15 degrés Celsius. Sans ce phénomène, la température de la Terre serait de moins 18 degrés. Aucune vie ne pourrait s'y développer. Mais ce bel équilibre est menacé. Depuis le début de l'ère industrielle au milieu du 19e siècle, nous envoyons dans l'atmosphère des quantités énormes de gaz. Du méthane, issu des activités agricoles de plus en plus intenses, des chlorofluorocarbones, utilisés comme agent de propulsion dans les bombes à aérosols, et surtout, du gaz carbonique. Ce gaz compte pour 50% de l'effet de serre. Or, nous en rejetons de plus en plus dans l'atmosphère. Environ 5 milliards de tonnes par année, issus principalement des combustibles fossiles, pétrole, charbon, gaz. De plus, la destruction massive de nos forêts, comme celle de l'Amazonie, prive notre planète de son poumon vert. Quand je respire, j'inspire de l'oxygène et j'expire du CO2. Les plantes, elles, c'est exactement le contraire. Elles absorbent ce CO2 et nous redonnent de l'oxygène. Il y a donc de moins en moins de forêts pour absorber le gaz carbonique que nous rejetons de plus en plus dans l'atmosphère. Résultat, la couche de CO2 s'épaissit, ce qui accentue l'effet de serre. On a l'évidence que les gaz de serre sont en train d'augmenter dans un moyen très rapide. Et les modèles climatiques sont en train de nous dire que ces changements des concentrations de ces gaz causera des changements climatiques très grands. Henry Engevelt est conseiller spécial pour l'effet de serre à Environnement Canada, ce qui lui a valu le surnom de Monsieur CO2. Quand il parle d'évidence de l'augmentation du CO2, il s'appuie sur des données rigoureuses de 40 stations de mesure réparties dans le monde. Le Canada en possède 3. Dans ces stations, comme celle de Alert, dans les territoires du Nord-Ouest, chaque semaine, on recueille des échantillons d'air. These are air samples taken from Alert Northwest Territories. L'analyse est faite ici, à Toronto, au Centre canadien de climatologie. Les résultats globaux montrent que, depuis la construction de la première station en 1958, le CO2 a augmenté de 10%. Et ça doit marcher. D'autres méthodes, telles l'analyse des bulles d'air contenues dans les carottes de glace polaire, ont permis de remonter plus loin dans le passé.
Là aussi, le verdict est sans appel. Depuis 1850, la concentration du CO2 a augmenté de 28%. Mais dans quelle mesure cette augmentation de CO2 est-elle accompagnée d'une augmentation de la température? Il suffit de regarder les courbes de température prises sur une centaine d'années, un petit peu plus, qui montrent une augmentation sur une période à peu près de 150 ans de 1 demi-degré. Surtout, en fait, les dernières années 80 ont une augmentation assez rapide de la température. Il est évident qu'il y a un signal qu'on ne peut pas ignorer.